parle des anciens méritants, par rapport à cette jeunesse. Et c'est un lien après, sur la suite, sur ce qu'on appelle dans les quartiers populaires. J'aime pas le mot banlieue parce que c'est un mot absurde et qui ne reflète pas la réalité, quoi. Je veux dire, en province, on parle pas de banlieue, mais c'est encore le parisianisme. Voilà, les Jacobins, les Paris-Grégaux, ils nous ont imposé leur sémantique, vous voyez. Il faut qu'on parle de banlieue. Quand on parle de Marseille-Nord, c'est pas la banlieue, d'accord? Alors, je vais commencer par les anciens. Pour ceux qui viennent, qui sont originaires du Maghreb. Et ensuite, je vais venir bien sûr aux Turcs. Les anciens qui sont venus, ils sont venus avec une volonté, c'est la faim, deux fins. La faim au sens propre, manger, et la faim, c'est la faim d'avoir un foyer, des enfants, les éduquer, et qu'ils aillent au mieux des choses. Et donc, cette génération-là, d'anciens, n'avait pas les facultés que ont nos jeunes d'aujourd'hui. Ces anciens n'avaient pas droit aussi à une scolarité comme vous, aujourd'hui, nos jeunes ont accès à une scolarité. Parce que ceux qui viennent d'Algérie, etc., notamment ceux qui étaient dans le monde rural, entre autres, et tout ça, n'avaient pas le système de l'école obligatoire. Mon père n'a pas été à l'école, il travaillait à 9-10 ans, parce qu'il travaillait dans les champs, tout ça, etc. C'était comme ça, c'était le lot de cette génération. Et quand ils sont venus en France, ou en métropole pour certains, ça dépend à quelle période ils sont venus, mais ils ont travaillé dur. Ils ont travaillé dur avec pas de formation, pas d'école de formation, pas de formation professionnelle, avec rien, zéro la tête à toto, que dalle, que chi. Et ils ont travaillé. Et ils ont travaillé. Est-ce que pour autant, le fait qu'ils aient travaillé dur, et qui en plus à l'époque faisaient des grandes familles, eh oui, c'est fini nous, les générations, hormis quelques Africaines du sud-saharienne, les 8 enfants, les 9 enfants, les 7 enfants, les 6 enfants, etc. etc. Donc les grosses familles existaient. On peut parler, comme je disais tout à l'heure, par exemple, moi j'étais aussi en HLM à Aubagne, et entre nous, je peux dire que physiquement, etc., un HLM à Aubagne, au moment où j'étais, c'est de loin rien à voir avec, parce que j'avais la vue sur la gare là-bas, la Sainte-Baume, rien à voir avec ce que peut être peut-être même en région parisienne. Mais n'empêche, premièrement, nous dans notre quartier, la police venait jamais. Pratiquement jamais. Pourquoi? Parce que la police, c'était nous. Enfin, moi j'étais un peu plus petit, mais les plus grands. Quelqu'un qui venait d'un autre quartier, serait-ce que rien que pour aller casser une vitre, pour aller choper quelque chose, ou voler une voiture, c'était impensable. Les mecs du quartier, ils les défonçaient. C'était comme ça. Parce que, en fait, la police, c'était nous. La police, c'était le quartier, c'était un territoire. Aujourd'hui, oui, ils le disent, un territoire pour la drogue. Certes, il y avait du shit, certes, il y avait de la vente de shit, tout ça. Bien sûr, tout ça existait. Mais il y avait, comment vous dire, c'était un peu des gentlemen, on va dire. C'était respectueux. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui grandissait dans mon quartier et qui après c'était un des plus gros dealers de shit. D'accord? Que la cigarette. Hein. Et c'était un Français, enfin d'origine italienne, parce que dans le sud, vous savez, ils sont tous d'origine de d'autres autres, hein, donc d'origine italienne. Hein. Quand mon père, il voyait mon père, ou un autre adulte qu'il a connu plus petit, la cigarette, il a planqué. Parce qu'il ne voulait pas qu'il voit qu'il fume. Alors que même quand ils étaient majeurs, je ne sais pas si vous imaginez, ils planquaient la cigarette, je ne parle pas de chichon, ils planquaient la cigarette par respect. C'était ça. Alors, moi, je ne suis pas le genre à jouer la nostalgie, tout ça. Moi, je peux expliquer le problème que nous avons aujourd'hui. Mais c'est rien que pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, le contexte qu'on a, le contexte pour lequel on avait. Mais ce que j'ai vécu, moi, ceux qui sont de ma génération un peu au-dessus, eh ben, vous pouvez le répéter dans toute la France. Ils ont vécu ça. On avait les respects des anciens. Les voisines, c'était les tatas. On avait obligation, il fallait dire bonjour. Mes parents disaient, chaque fois que tu vois une personne, tu dis bonjour. Quand tu vois une personne âgée, tu lui portes ton sac. On portait, quand on voyait des voisines et tout ça, ou des mamies, on portait les sacs pour l'aider, pour le ramener à la maison. Mais ça, dites-moi, ça vaut combien d'argent, ça? Ça vaut rien. Ça vaut strictement rien. Et pourtant,
Nos anciens, pas d'école, pas d'éducation, etc. Mais ils avaient des valeurs. Et voilà. Et là, on tombe sur le mot de la valeur. Ils avaient des valeurs. Ils avaient des valeurs que leur ont transmis leurs plus anciens et pour lesquelles ils ont appliqué ces valeurs. Les valeurs de respect, c'était tout le temps de dire « Est-ce que tu as dit bonjour? Est-ce que tu as dit s'il te plaît? Est-ce que tu as dit merci? Si vous ne dites pas bonjour, vous me le dites. » C'était aussi à l'école, quand nos parents disaient, et je me rappelle un grand souvenir, aux profs, s'ils font les imbéciles, etc., vous lui en mettez une, vous me le dites, vous le mettez sur le mot sur le carnet, et je lui en mettrai une deuxième. Voilà comment j'ai été éduqué. Fils d'ouvrier, comme beaucoup, portant un HLM, 3 dans une piole, dans 11 mètres carrés, vous mettez l'armoire. Mon lit, c'était un matelas qui était sous deux lits sur un lit superposé, je tirais. Le soir, quand la nuit, les frères, ils se levaient pour aller aux toilettes, ils me marchaient dessus, ouais. Et le matin, je repliais le matelas et je le remettais sous le lit superposant. Et pourtant, on a été éduqués. Et pourtant, nos parents n'avaient pas tout ça, n'avaient pas toutes les facultés, il n'y avait pas tout ça. Même intellectuels n'avaient pas ce niveau-là. Mais ils avaient des valeurs. Alors moi, je veux dire un gros chapeau. Je dis un gros chapeau parce que ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas mendié, ils ont subi les coups, ils ont subi les mauvais regards, ils ont subi aussi le racisme, etc. Et pourtant, ils ont fait leur rôle, ils ont travaillé toute leur vie et ils ont éduqué leurs enfants avec rigueur et avec valeur. C'est ça le plus important. Ça, c'est pour les Maghrébins, qui, la plupart, étaient francophones. Les Turcs. Les Turcs n'ont rien à voir que le français. Ils ont débarqué d'Anatolie. Alors là, la totale, hein, les agriculteurs, la terre. Zéro à la tête à Toto scolaire. Zéro à la Toto le français. Zéro la culture. Mais rien de rien. Et ils se tapent 4000 bancs, d'accord, pour arriver en France, en Belgique, aux Pays-Bas aussi ou en Allemagne. Et ils sont arrivés avec rien. Mais ils avaient la dalle, ils voulaient manger, puisque le système kémaliste ne leur permettait pas de manger. Ils sont venus pour grailler en France. Et comment vous m'expliquez? Comment, encore aujourd'hui, je vois de ces parents turcs, et même, à la rigueur, pas forcément ceux qui sont de la génération de mon père, mais plus jeunes encore, qui ont 70 ans aujourd'hui, 65 ans, ils connaissent 3 mots en français. 3 mots en français, bonjour baguette, rien de rien. Alors eux, ils ont communautarisé total, les anciens. Ils allaient et tout, ce qui est normal. T'imagines, on te déracine. Tu te déracines d'une terre de chez toi, de trucs. Tu pars, non pas avec la gaieté, tu pars pas avec la joie, tu pars parce que tu vas te dire, eh ben, au moins je vais pouvoir manger, je vais pouvoir travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont bossé. Alors, travailler comme des malades, hein, parce qu'ils sont gros travailleurs. Là, les enfants, bam boum. Et je vais vous dire même mieux. J'ai entendu combien de parents de ces parents-là qui leur disaient, surtout tu fréquentes pas les petits maghrébins qui font des bêtises. D'où leur image, bon, ils disent pas maghrébins, faut dire la vérité, pour eux c'était des arabes. Mais je vais pas leur en vouloir de pas employer les bons mots, parce qu'ils n'ont pas le niveau pour le savoir. Voilà, pas d'école, rien du tout. Voilà, c'est pas des intellectuels, hein, d'accord. Mais ils ont appris, clac, ils ont préservé des valeurs, le respect, etc., etc. Ils ont transmis aussi la langue et tout, ils ont fait en sorte que leurs enfants réussissent. Et ceux qui, beaucoup dans une génération, n'ont pas eu un parcours scolaire, maintenant les jeunes générations ont un parcours scolaire, eh ben vous les voyez, kebabtologues, vous les voyez maçontologues, façadologues, vous les voyez dans le bâtiment, et c'est des bosseurs. Ils bossent, ils brassent, certes, et ils gagnent bien leur vie, mais ils bossent et ils transmettent des valeurs. Voilà. Donc voilà, moi je veux saluer ces gens-là. Quand j'entends aujourd'hui des gens qui, vous, me dites, ouais, pour partir, par exemple, pour quitter la France, ouais, maintenant c'est trop facile, et puis, même les allocs, les ci, cela. Mais les anciens, ils ne pensaient pas ça. Quand ils sont partis avec rien. Hein, comme Linda de Souza, on dit, avec la valise, elle est venue avec la valise en carton. Ils sont venus avec rien, et ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu une volonté de réussir. C'est votre tête. En sport, on dit, c'est l'intention qui crée le mouvement. Et si vous avez une vision positive des choses, eh ben, ça engendre. Donc les anciens, avec rien, pas d'école, savoir ni lire, écrire, ni français, rien du tout, etc. Ils ont eu le courage, ils ont su construire. Alors je me pose des questions pour Soubou, qui savait lire, écrire, qui avait une éducation, et en plus que vous parlez, si c'est encore beaucoup plus facile pour vous.
Mais revenons donc à ces valeurs et par rapport à la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Là, je ne supporte pas la pauvreté. Oh, la mesquine. Oh, les quartiers. Je vous invite à aller voir en Ukraine ou en Russie. Vous avez des bâtiments où il y a des quartiers, c'est peut-être 20 000 personnes. À perte de vue, vous voyez les bâtiments. Les bâtiments, ils vous font peur. Il y a toute la ferraille qui sort des balcons. On dit, putain, il va s'écrouler le truc. Pourquoi? Une pauvreté totale. Il n'y a rien aux normes. Comme je disais à mon fils, il faut au moins 2000 milliards pour le mettre au minimum. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, ils ne brûlent pas les voitures. Il n'y a pas de casse de trucs, pas de bagarre avec les flics. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et là, j'en vois tout à l'heure qui défendait la veuve l'orphelin, en défendant ceux qui brûlent et tout ça, etc. Parce que c'est justifié, parce que c'est la misère, comme il dit. Mais attendez, la misère dans les pays de l'Est, mais il y a la misère aussi en Afrique ou dans d'autres pays, et ce qui ne justifie pas le fait que les parents abandonnent l'éducation. Je vous ai expliqué comment des gens qui étaient analphabètes ont pu transmettre des valeurs à leurs enfants. Voilà. Les anciens étaient analphabètes, ils ont transmis des valeurs de rigueur. Excusez-moi, quel rapport l'argent pour dire, tu sors de l'école, tu vas à la maison. Le soir, tu ne sors pas. Tu rentres un produit à la maison, tu rentres ça à la maison. Où est la facture? D'où tu sors ça? Et pas dire, Gib, ramène, hop, je ferme les yeux. Si tu fermes les yeux sur ce produit qui n'a pas de facture, ça y est, tu as perdu dans l'éducation de tes enfants. Eh oui, il faut le savoir. Parce que ça veut dire que l'enfant, il a vu que c'était acceptable de ramener des choses qui étaient issues du vol. C'est ça. J'ai la bénédiction de mes parents de pouvoir ramener des choses qui volent. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça va être ça. Et ça va continuer. Et c'est normal. Comment tes enfants, ils mettent des baskets à 800 balles et vous criez famine? Avec combien il s'est payé ces baskets à 800 balles? Combien il a mis son survêtement Lacoste, etc. On ne pose pas de questions. On ne pose aucune question. Ce qui rentre à la maison, on ne pose pas de questions. Dites-moi l'argent, qu'est-ce qui vient foutre le pognon dans cette histoire de donner, d'inculquer des valeurs à ses enfants? Dites-moi, qu'est-ce que ça vient faire? Et je vous donnais des exemples dans le monde entier. Alors les gens, ils te disent, toujours s'enfermer là-dedans. Oh, les bâtiments, les ghettos. Vous vous rendez compte ce que vous racontez? Vous savez, l'immigration, quand elle est venue dans les années 60, vous ne la connaissez pas, les années 60. Quand l'immigration est venue dans les années 50, même après 45, la reconstruction jusqu'en 60, il n'y avait même pas de baignoire. Et quand les HLM sont arrivés dans les années 70, les gens étaient super contents parce qu'ils disent, waouh, vos HLM. Et contrairement à qui me disent, soi-disant, les HLM, ils ont 15 mètres carrés de plus que les appartements dans le privé. Il faut le savoir. Les HLM sont plus grands que le privé. Ils sont immenses par rapport au privé. Les appartements privés, ils sont beaucoup plus petits. Ils étaient contents, ils avaient la baignoire et tout ça, etc. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, le 32 pièces? Mais malgré ça, on vient nous raconter, aujourd'hui, qui a cassé ces bâtiments? Qui a pissé dans les cages escaliers? Qui casse les boîtes aux lettres? Qui brûle les poubelles? Qui fait caca dans les escaliers? Qui? Les sionistes? La police? Les politiques? Quand vos propres enfants arrive à détruire votre propre bâtiment, votre propre maison. Et moi, je vous parlais tout à l'heure, dans mon époque, notre quartier, c'était notre quartier. Il était hors de question que quelqu'un de notre quartier venait pour aller détériorer quoi que ce soit. Ben voilà, la différence de valeur. Elle est là. Quand ces jeunes, quand nous, on portait des sacs des mamies, des voisines, eux, aujourd'hui, ils arrachent, même aux vieilles, ils leur arrachent l'or ou ils arrachent le téléphone. Et ça justifie aussi la pauvreté. La pauvreté, elle te dit aussi de manquer de respect à tout le monde, de ne pas dire bonjour aux gens, au lieu de le regarder, d'être vulgaire. Maintenant, ils fument le joint dans les cages escaliers. Enfin, ça fait plus d'un moment maintenant. Hein. Les cages escaliers, ils fument des joints, ils regardent de travers quand une voisine, elle monte. Aucun respect. Avec leur froc qui baisse comme ça, comme des merdes. Mais c'est des coups de tête, comment je leur mettrais, c'est trop du cul. Moi, je vous le dis. Et ça, c'est la pauvreté. Là, on a le confinement. On te dit, attention au confinement. Il faut rester à la maison. Hey, même si ta mère elle est au RSA, vous êtes au RSA, vous êtes confinés à la maison, les parents. Pourquoi tu laisses sortir tes enfants? Quelle est l'excuse là? Tu vas me dire que tu vas faire le ménage? Non, tu ne fais pas le ménage, vous êtes confinés. Pourquoi tu vas me sortir quoi? Pourquoi tu laisses tes enfants sortir dehors? Il te faut combien? Il faut un chèque de combien? Pour que tu dises à tes enfants que tu donnes des valeurs d'éducation. Combien il te faut d'argent? Combien il te faut d'argent pour expliquer qu'il y a des horaires qu'on reste à la maison? Ah ben non. Voilà. Et je vois encore des gens
qui justifie, qui accepte. 1000 dans une tour, mais je m'en tape qu'il soit 1000, ou même 1000, 3000 dans une tour. Je sais pas où est-ce que tu avais 1000 dans une tour déjà. Toi, t'arrêtes pas d'inventer, toi. Toi, t'es fracassé du cerveau, toi. 1000 dans une tour. Et alors, le béton, il est criminogène? Ça, c'était la politique en disant, oh, les grands bâtiments. Eh, la tour Montparnasse, ça fait 300 mètres, hein? Et alors, est-ce que la tour Montparnasse, elle est criminelle? Non. Est-ce que les grands bâtiments qu'il y a à Dubaï, qui font 1 kilomètre de haut, est-ce que c'est criminel? Non. Donc arrêtez de faire croire que c'est le béton qui est criminel. Le béton, il n'a jamais été criminel. C'est vos conneries qui sont criminelles. Voilà. Donc, viens pas me sortir des pipes pareilles avec cette excuse. Et j'en profite parce que je vois ton nom là, le Jawed là. Je vais te dire un truc. Toute la politique, tout ce que vous dites là, moi je vous le dis, la plupart des gens là-dedans, ce sont des gens d'origine maghrébine, etc. C'est des musulmans. Sans compter nos frères blacks, alors là, eux, ils ont mis l'ardoise aussi là derrière, là, nos frères d'Afrique subsaharienne. Alors, dis-moi là, sur quoi tu t'appuies toi, d'accord, hein, voilà, parce qu'il va y avoir le ramadan d'après-demain, parce que c'est les mêmes, hein, qui vont vous dire, sur le Coran de la Mecque, je vais te crever. Où t'as vu toi, dans le Coran, tu cites le Coran, et tu dis sur le Coran de la Mecque, je vais te crever. Ou sur le Coran de la Mecque, je vais te niquer ta race. Où c'est que vous avez vu dans l'islam, etc. De leur bouche, même de leur bouche, ils sortent de la merde. De leur bouche, ils sortent de la merde. Et toi, et en plus qu'ils associent ça au Coran. Vous voyez, mais imaginez, gravissime, gravissime. Le Coran, je vais t'en mettre moi des Corans. Donc, explique-moi toi, où est-ce qu'il s'est écrit dans l'islam que la vie, en plus, la misère, comme vous dites, c'est les parents qui la vivent, pas les enfants. C'est les parents. C'est eux, les enfants. Eux, c'est les parents qui ont rien à manger. Eux, ils ont la misère de rien du tout. C'est les parents. Et donc, c'est écrit, oui, t'as le droit d'insulter, t'as le droit de cracher, t'as le droit de foutre la merde, t'as le droit de faire de la motorbike comme ça, sans respecter les règles, t'as le droit d'aller te confronter à la police, t'as le droit d'aller taper les pompiers, t'as le droit de mettre le feu, de faire caca dans les escaliers, de dealer du shit. Tout ça, c'est halal. Tout ça, c'est halal. Bien sûr, on le sait bien. C'est très halal. Voilà. Alors, quand je vous vois égaré avec votre discours, comment dire, misérabiliste, etc., quand moi je vois tout ce truc-là, je vous ramène à votre condition en disant, attention, si tu te dis musulman, t'as pas le droit de tenir ce discours-là. T'as pas la politique de l'excuse. T'as pas la politique, etc. Alors je vois Daoud Pacha qui rigole, il dit ouais avec ça, je vais me désabonner parce qu'il dit que ça fait discours de... Mais ça fait Front National ou Antia, etc. Mais excusez-moi, c'est le fait de ne pas le dire qui crée justement les conditions. C'est le fait que nous on est toujours... Imaginez-vous quand je vois certains murs, etc. Pour ça, moi je le fais pas. Ouais, oh t'as vu, ces enculés de flics, ils ont fait ci, les flics, ils ont fait ça, etc. Mais ils ont pas tapé quelqu'un qui va à la bibliothèque, hein. Ils ont pas tapé quelqu'un qui est honnête. C'est quand quelqu'un il fait le con, etc. J'en reviendrai pour les flics, vous inquiétez pas tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je vais leur en donner aussi pour leur compte. À ceux qui, bien sûr, pas tout le monde, hein. Mais pas le dire, la vérité, ils voient, vous êtes toujours des victimes. C'est-à-dire, et même, je prends l'exemple de tout à l'heure, l'autre, il te dit toujours, ouais, mais moi, les conditions sociales, là. Alors, dites-moi, si c'est les conditions sociales, pourquoi ça représente même pas 5% ou 3%, je m'en fous, 4%, mais pas au-delà, d'accord? De gens qui pourrissent la vie aux voisins, qui pourrissent la vie à tout le monde, qui cassent, qui dégradent, etc., qui foutent la merde. Pourquoi les autres, ils sont dans la même condition sociale? Et pourtant, ils sont sérieux, ils bossent, et moi, ma compassion, je l'ai pour qui? Je l'ai la compassion pour celles et ceux qui sont dans ces quartiers, qui ont des bacs plus 40 et qui ne trouvent pas de boulot. Eh oui, puisque les entrepreneurs les confondent ou les associent à ceux qui font des conneries. Moi, ma compassion va pour ceux qui ont fait le choix du travail et qui n'ont pas été récompensés parce qu'ils n'ont pas trouvé l'emploi qu'il faut avec les sacrifices qu'ils ont fait à l'école. Moi, la valeur travail, ces gens qui ont fait le travail, je m'incline et j'ai dit, vous avez mon respect. Parce que ces gens-là viennent de loin. C'est pas les parents qui les ont aidés à faire les devoirs parce que les parents ne sont pas en capacité de les faire. C'est pas eux qui ont tout fait. Ils ont bossé. Et vous, quand vous prenez la défense de ces singes, de ces cafards, qui emmerdent le monde, qui brûlent, qui ne respectent rien, vous insultez les 95%
qui ne foutent, qui sont respectueux chez eux. Ceux qui subissent leur pisse, ceux qui subissent le fait qu'on leur brûle, qu'on leur casse leur boîte aux lettres, ceux qui subissent l'odeur du shit dans les cages d'escalier, c'est eux que vous insultez dans votre discours misérabiliste. Parce que tu dis, oui, nous avons des conditions sociales difficiles, mais nous, on tient nos enfants. Nous, en éducation. Certains m'ont dit, ouais, mais les femmes isolées, ça y est, maintenant c'est à cause des divorces. Combien de bonnes femmes, vous insultez toutes ces bonnes femmes. Et j'en connais à l'appel, hein, parce que le divorce, le divorce, il date pas d'il y a 10 ans. Le divorce a toujours existé. Certes, il est un peu plus massif. Quand je vois ces femmes qui bossent dur et qui tiennent leurs enfants, elles leur donnent des valeurs, ils mangent pas à l'heure n'importe comment, etc. Elles leur donnent des horaires, tu manges à telle heure, tu vas te coucher à telle heure, etc. Et là, vous êtes en train de me dire, femme isolée. Non, la femme qui abandonne ses enfants, c'est elle qui a appris que se retrouver seule, qui va se faire baiser, qui va abandonner pour se faire prendre une cartouche, qui va passer à elle, qui va aller picoler, qui va faire la belle, parce que madame, elle a envie de retrouver un bonhomme, et elle va dans ces endroits-là, et elle dit à son fils, et surtout, elle n'oublie pas, vous couchez à telle heure, et elle se barre. Voilà, c'est elle qui abandonne ses enfants, qui lâche les affaires. Oh, ben moi je les laisse un peu, et puis c'est trop difficile, et puis son père n'a qu'à s'en occuper, etc. C'est celle-là qu'il faut condamner. C'est elle qui fout la merde. Mais la bonne maman qui aime ses enfants et qui est une mère de famille, elle va d'abord penser à sa gamelle qu'à son cul. Celle qui préfère s'occuper de son cul avant ses enfants, eh ben ça va donner ça. Par contre, celle qui va d'abord penser à ses enfants avant de son cul, eh ben justement, eh ben celle-là, elle va donner une bonne éducation. Et attention, mesdames, je ne dis pas que quand vous êtes seul, vous avez un enfant, il ne faut pas s'occuper de votre cul. Mais je dis qu'en priorité, c'est les enfants et qu'on ne les abandonne pas sous prétexte de dire, ouais, je leur laisse un peu du mou, et en même temps, moi, je peux partir, j'ai du mou aussi pour me faire ce que je veux. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ça, le deal. Ouais. C'est comme dans un divorce, il y a celui qui va être plus gentil avec les enfants pour dire, ouais, comme ça, il va vouloir plus être avec moi qu'avec l'autre. Mais non, c'est mauvais. Parce que quand tu es trop souple avec l'autre, tu ne rends pas service à ton enfant, il en joue, il en profite. Et c'est la surenchère à qui va être le plus doux, etc. Donc voilà, la police. On nous envoie, je vois les profils et j'ai vu des vidéos. Déjà, je ne les partagerai jamais. Parce que tant que j'ai pas la fin de l'histoire, moi, je rentre pas là-dedans. Vous vous rappelez, vous étiez tous à fond, ça y est, la jambe coupée, vous m'avez balancé ça, j'ai dit, j'ai dû faire des posts. Arrêtez de m'envoyer vos vidéos sur Messenger. Pourquoi? Ben voilà, la merde. Jambe coupée, et en fait, quand il n'y a pas de jambe coupée. Voilà. Quelqu'un en motocross, alors déjà, motocross, la nuit, en plein confinement. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Une YZ, ça devrait être un truc comme ça. Alors, je ne sais pas la marque que c'est, moi, à ma génération, on appelait ça les YZ. Mais ça, c'est pour aller sur des trucs de course. Nous, on allait dans la colline avec ces trucs-là, etc. Mais c'est pas fait dans le quartier. Alors, tu casses les couilles à ceux, parce que il y a le confinement, et puis ceux qui bossent. Alors, tu casses les couilles à ceux qui bossent, qui veulent dormir, et toi, t'es là. Et tu fais le beau. Et tu penses, et c'est trop du cul, ils pensent que toutes les nanas vont se jeter sur lui parce qu'il fait un deux roues. Vous voyez? Il se met sur une roue comme ça. Waouh! Et t'as toutes les nanas qui vont dire, oh, putain, cool, le mec. Oh, il est sur une roue. Ah, putain, je vais coucher avec lui. Ah, il est top. Bande de brignoles. Elles ont envie de vous cracher à la gueule. Au lieu de faire ces conneries-là. Eh ben, celui-là, et après, certes, ça donne pas droit à la police de sortir de son cadre légal. Et elle doit, et les termes exacts juridiques, elle doit utiliser la force strictement nécessaire pour interpeller l'individu. Pas plus. Or, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, etc. Et je les vois se mettre en position de boxe taille, etc. Le problème, c'est que, autant, il y a des singes qui ont adoré les sports de MMA, des trucs dans les grillages et compagnie. Donc, ils se mettent tous pour faire du grappling. Moi, à l'époque, c'était les mecs qui se prenaient tous pour la boxe thaïlandaise. Alors, il y avait l'autre, comme il s'appelait Bruce Lee. Alors, tout le monde était des kung fu, là. Wow, moi, je suis Muay Thai. Moi, je suis Muay Thai. Mais quand tu as des policiers qui arrivent et qui se mettent à faire des positions en garde, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, non, c'est pas ça que tu as appris à l'école de police, ça. Ah, non. Et je les vois, ils sont en train de vouloir faire du grappling et tout. Alors, c'est les mecs qui ont commencé tard le sport de combat, parce que quelqu'un qui a, comme moi, et tout ça, qui ont commencé très jeune les sports de combat, on n'a pas ces attitudes-là. Moi, je le vois de suite. Quelqu'un, ça fait 3 ans qu'il fait du sport de combat, il est toujours là à se la péter, à faire ça en plein mouvement de gestes, vous voyez, comme ça. Mais quelqu'un qui en a fait depuis 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, il est rassuré, lui. Il n'a pas besoin de faire comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit des mecs qui se sont entraînés et ils pensent, des policiers, que maintenant la compète, c'est dans les quartiers.
Ouais, dès qu'il y en a qui chauffe un truc, papa, je vais le rouer. Ouais, il s'entraîne, je vais le rouer. T'as pas compris? L'autre en face, t'as un singe. Mais toi, ton comportement, il doit pas être un comportement de singe aussi. Parce que là, en fait, on a l'impression d'avoir deux bandes rivales. Ceux qui sont légitimes, entre guillemets, parce que c'est les policiers, et puis ceux qui sont dans le quartier. Et là, c'est comme deux bandes rivales. Nous, on se battait entre quartiers. Les gens de tel quartier contre nous, Mickey Coulier, la Clé des Champs, contre les Passons, enfin bref, on se battait entre quartiers. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la police contre les jeunes. C'est deux camps. Et avec même des gens avec le même cerveau. 2 fois 0. Pourquoi? Parce qu'ils envoient des jeunes. Ils envoient des jeunes, flics, là-dedans, et que ça y est, là, et ils veulent en découdre. C'est pas bon. Dans les quartiers, tu dois mettre les meilleurs. Tu dois mettre les mecs qui sont en paix avec eux. Tu vois, qui sont paisibles. Qui vont pas y aller en disant, allez, ça y est, on va leur donner. Ça va y aller, ça va bastonner. Mais c'est pas ça ton rôle dans la police. Ton rôle, c'est maintien de l'ordre. C'est pas un combat de coq. C'est pas un règlement de compte. Maintien de l'ordre. Tu maintiens l'ordre. Point barre. C'est pas compliqué. Et tous ces systèmes de police. C'est vrai que moi, quand petit, on n'a pas eu ça. J'avais pas de contrôle dans le quartier de papier. Quel papier? Moi, quand le mec, il veut te dire un papier, mais c'est mon quartier. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tu me demandes des papiers alors que je suis chez moi. C'est chez moi ici. Vous voyez? Donc déjà, moi, je suis contre les contrôles des papiers dans les quartiers. Pourquoi faire contrôler les papiers? Voilà. Pourquoi? Tu n'en as pas besoin. Voilà, tu n'en as pas besoin. Donc, il faut revoir cette police. Non, Lionel, à qui des chats, c'était pas des barjots. Hein. C'était fragile. Hein. Je pense qu'ils sont encore fragiles. Hein. Pas du tout, Lionel, tu te trompes. Avec les Deschamps, c'est pas des margeaux. Hein. Micoulier, oui. Tu vois, le Charel, la Tourtelle, oui, c'était un peu plus solide. Donc oui, pour venir aux choses sérieuses, voilà, on est dans, dans une police qui ne respecte pas le cadre légal. On est dans une police qui n'est pas formée pour, en fait. Et j'ai vu la formation de la police. Il n'y a rien sur les violences urbaines. Il n'y a rien sur ces grands ensembles. Quand tu as le mec qui vient du Péta ou Schnock, d'un bled où il n'y a que dalle, où c'est tranquille, qui réussit le concours de la police et qu'on l'envoie en Seine-Saint-Denis. Ah ouais, mais lui, à des barres, il n'y a que des a priori. Hein. Mais lui, il n'est pas habitué à ça. Hein. Il ne connaît pas ça du tout. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et la formation est importante. Or, ces policiers n'ont pas la formation nécessaire. Et ils n'ont pas le bon comportement. Désolé encore. Je vous donne un exemple. Et en même temps, les jeunes, ces jeunes-là, ne respectent pas la police. Inadmissible. Ils avaient poulet, et l'insulte, nique ta mère, etc. Mais je peux comprendre aussi un policier qui a envie de leur mettre des tartes dans leur gueule. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils méritent parfois dans ce jeu-là. Ils méritent des tartes dans leur gueule. Parce que quand il y en a qui me disent « Ouais, t'as vu le comportement de police ?» Mais t'as vu... Et les mêmes qui te disent ça, ils ne condamnent pas le comportement de ce singe qui vient, qui insulte sa mère aux policiers, etc. Ils insultent même le chauffeur de bus. Ils vont tabasser les pompiers. Dis-moi, le pompier, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que le pompier a fait de mal? En quoi le pompier est agressif? En quoi il est méchant? Rien du tout. Et pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous le tapez? Pourquoi vous lui brûlez son truc? Je comprends pas, moi, ça. J'étais cadre à la RATP, je peux me dire. Machiniste, mec, c'est un père de famille. Il vit peut-être dans votre cité. Il est avec son bus à se taper, là, à conduire. Et vous l'insultez? Il insulte. Ils insultent tout le monde. Ils insultent tout le monde. Ils manquent de respect à tout le monde. Et ça, vous avez alors encore l'autre, la défenseur de la veuve et de l'orphelin, qui veut dire, oui, mais c'est parce que ils habitent dans une tour. Mais quel rapport il habite dans une tour entre le mec qui est en train d'insulter un chauffeur de bus, il insulte tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, le bâtiment là-dedans? Voilà, il y a de l'amiante, ou il y a un produit qui les rend fous. Dites-moi-le, c'est peut-être ça, c'est quelque chose qui m'a échappé là. Donc voilà, la police, moi je dis qu'à un moment donné, et encore, je dis, c'est certains policiers, comme je dis bien, ces singes-là, parce que les autres, je vous le dis encore, ils souffrent de ces gens-là, ils en souffrent. La formation à revoir. Vous croyez qu'en Algérie, ou au Maroc, les mêmes personnes, ils vont se permettre d'aller dire aux flics, nique ta mère, au poulet, mais je vous jure,
et il lui défonce la gueule. Et les mêmes là que vous m'envoyez les vidéos, d'accord? Vous m'enverrez moi une vidéo pour vous dire ce que fait la police en Algérie ou au Maroc quand un mec il a insulté, qu'il s'est mangé quelques droites dans sa bouche. Dites-moi. Moi, à l'époque, je ne veux pas dire, il faut longtemps que j'allais en Algérie, les mecs qui voulaient faire leur petit con avec leur shit, ils leur mettaient le savon dans la bouche et ils les défonçaient la gueule. Rien que pour du chichon. Ils disaient pas les droits de l'homme, les droits de l'homisme. Ah, est-ce que j'ai droit à un avocat? J'ai droit à une vache qui rit? J'ai droit à un verre d'eau? Tiens ton verre d'eau. Prends-toi ça dans ta gueule. Ouais, c'est peut-être la dictature, comme tu dis toi, au bled. Mais au bled, au moins, les flics sont respectés. Et les gens, au bled, ils insultent pas comme ça. Même quand ils manifestent, ils brûlent pas. En Algérie, des semaines, pas de casse, pas de brûlage. Et pourtant, la colère, elle est 100 fois plus légitime en Algérie qu'en France, excuse-moi. Hein. En Algérie, ça fait des années qu'ils se font, je veux dire, depuis l'indépendance, ils se font carotter. Et pourtant, le peuple n'a pas été violent. Et pourtant, le peuple n'a pas été allé insulter les flics, taper des flics ou taper les pompiers. Et voilà. Alors, je ne parle pas des Turcs, parce qu'en Turquie, je vous dis, comment on dit en anglais, c'est friendly. Ouais, c'est friendly. Les policiers, c'est comme des potes. Tu vois, ici, ça n'a rien à voir. Ici, ils tabassent pas, les flics, les gendarmes, tout ça. C'est le frère, c'est le pote, c'est tranquille. Comme on dit chez nous, c'est détendu du string. Il y a 2 jours, là, j'étais au bureau, et mon pote, là, il voit un gendarme qu'il connaît, il dit « Oh, c'était l'heure de manger. » Il dit « Viens manger le poulet, tout ça, etc. » Il n'y a pas le gendarme, il peut venir, il rentre, il va manger avec toi au bureau. Et personne ne va dire, c'est pas de la corruption, c'est pas tout ça. Mais parce que les gens savent qu'ils disent, ils sont là à notre service, etc. Comme je vous ai dit, les policiers apportent les commissions aux personnes âgées. Ils apportent le pain aussi, etc. Et comme je vous disais hier, je pense pas que, justement, en France, un policier ferait ça. Non, moi je suis là pour faire le maintien de l'ordre. Oui, écoute, moi je suis là pour faire respecter la loi et la règle. Voilà ce qu'on a droit. Voilà. Non. Toi, à la base, t'es gardien de la paix. Gardien de la paix. Donc, tu dois conserver la paix. Mais ça, beaucoup l'ont oublié. Ils sont plus gardiens de la paix. Charles Marseille, tu dis, ouais, si toi tu dis ces propos, on va te dire directement que t'es un facho. Mais si tu es dans la mesure, oui, on va te dire que tu es un facho. Si tu restes dans la mesure et que tu dis bien que c'est bien une minorité, que tu parles pas comme Zemmour en disant que c'est tous les quartiers qu'il faut brûler, que c'est tous les quartiers, c'est toute l'immigration, c'est toute la merde, etc. Là, oui, t'es un gros facho, oui, moi je le dis. Mais si tu arrives à être à la mesure en te disant que c'est une poignée de singes qui foutent la merde, etc., pourquoi on va te traiter de facho? L'eau ça mouille et le feu ça brûle. Tu ne dis que la vérité. Mais à l'inverse, Charles, moi, quand je critique Macron, sa politique, on me dit que je critique la France, je crache sur la France. Par contre, si c'est toi qui critiques Macron, on va rien te dire, on va te dire, oh, t'as raison, t'as vu, c'est un enculé Macron. Voilà. Tu vois la différence, elle est là. C'est que moi, quand je parle, je dénonce ces trucs, je suis pas français. À partir du moment où je suis basané, etc., alors je suis français. J'étais en équipe de France. Que voilà, j'ai fait mon service militaire à la France. J'étais un élu français, un responsable politique français, tout ça, etc. Bon, ben, même malgré ça, ma ganache, pour certains, tu n'es pas français. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, ben, si vous avez des questions, moi j'allais terminer. Ceux qui sont venus en retard, tant pis pour vous. Vous pouvez le revoir du début. C'est parce que... Est-ce que vous avez des questions ou réflexions? Non, les sièges, ils ont été en partie fabriqués. Mais qui les a fabriqués? Les sionistes, les martiens? Ah oui, fabriqués, oui, pardon, désolé. Par les communistes et les socialistes, par la gauche, qui leur a tout donné. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait rien du tout, mais dans les quartiers, ils amènent se mènent au ski, etc. Bon, ben, cassez pas, on va vous donner quelque chose. Ils ont le truc dans la maison de quartier, ils ont... Il y a tout ça. Il n'y avait ni maison de quartier. On organisait nous-mêmes les tournois de football. C'était pas d'animateur, il n'y avait personne à la mairie, il n'y avait aucun personnel municipal dans le quartier. C'est nous qui organisions tout seuls.
On disait avec tel quartier, vas-y, tu reviens avec une équipe. Et voilà, et on jouait sur un terrain, et un terrain en sable, hein, pas synthétique, hein, pas rien du tout, hein, rien, à l'arrache. Hein. Donc on organisait, on faisait nous-mêmes le tournoi de pétanque, parce que bon, dans le sud, désolé, je joue aussi à la pétanque. Hop, hop, hop. Tiens, un autre exemple, pour vous dire le respect des jeunes. Mon père faisait très vite, et quand il faisait sa sieste l'après-midi parce qu'il avait travaillé la nuit ou autre, ben qu'est-ce qu'il se faisait, ou il avait travaillé du matin, eh ben, les autres, ils voyaient le volet fermé, donc ils savaient que mon père dormait. Donc ils n'allaient pas jouer aux boules devant chez mes parents, devant la chambre de mon père. Ils allaient ailleurs. Tu n'avais pas besoin de leur dire. Vous comprenez, c'est ça. Il y avait des valeurs. Et encore une fois, est-ce qu'on avait plus d'argent que cette génération? On n'avait rien. On n'était pas plus riches. Mais on avait plus d'éducation. Il y avait plus de valeurs, etc. C'est pour ça que je vous mets en garde. Moi, ça, je m'adresse là aux musulmans. Je vous mets en garde. Si vous tombez dans la politique victimaire de cette gauche moisie, qui a toujours dit, oui, il faut comprendre, il faut essayer de réfléchir, c'est la destruction, ou alors qui vont vous dire, de pas, parce que la loi aussi qui a été votée contre la fessée, qui vous disent qu'il ne faut pas mettre la tléha. La tléha, c'est la fessée. Désolé, la tléha, elle fait partie de l'éducation, elle fait partie, non, il faut apprendre à discuter. Mais quand tu as le père qui a travaillé 12 heures, etc., il n'a pas trop le temps et puis il n'a pas les mots. Par contre, une bonne tléha, vous comprenez, etc. Mais tous ceux qui ont mangé des tléha à l'époque, eh ben, c'est eux qui s'occupent le mieux de ses parents aujourd'hui. C'est eux qui ont le plus d'estime et d'amour de leurs parents que cette génération de merde, même quand la mère, elle fait le travail, va faire le ménage ou la caissière ou n'importe quoi, travailler comme une folle, ils ont aucun remerciement vis-à-vis d'elle. Quand elle est seule ou célibataire, la mère avec les enfants, ils en ont aucun. Ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Regardez maintenant les EHPAD, ils les jettent tous comme ça. Donc, oui, j'en reviens. Donc, pour les musulmans, quand vous faites cette position-là, vous vous écartez de votre religion. Moi, je vous le dis de suite. Je ne suis pas imam, je ne suis pas un savant, mais par contre, ce que je sais, c'est que si vous cautionnez, si vous justifiez, si vous excusez les comportements des singes qui dealent, qui volent, qui brûlent, qui emmerdent, qui ne respectent rien, désolé, vous vous êtes complètement égaré de la religion. Ça veut dire que le communisme, le socialisme, la culture victimaire l'a pris sur vous. Et vous vous êtes détaché de votre religion pour le bénéfice de cette gauche moisie. C'est ça que je suis en train de vous dire. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et je rappelle, quand certains veulent s'abriter derrière le côté financier, vous appuyez sur quelle sourate, sur quel verset qui dit, si, en plus, en France, parce qu'en France, on peut la critiquer ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis le premier à le dire. Bon, les gars, quand même, sécurité sociale, bon, même s'il n'y a pas, on n'est pas au top, hein, mais il reste quand même, il y a les amortisseurs sociaux, il y a le RSA. Vous voyez, il y a plein de pays, ils n'ont pas des amortisseurs sociaux. Vous avez les RSA, les allocations familiales, les APL, il y en a. Mais malgré ça, vous arrivez à trouver des excuses à certains sur le misère. Mais allez voir la vraie misère en Afrique. Hein. Allez voir ce qui se passe là au Yémen. Hein. Allez voir ce qui se passe en Syrie. Allez voir ce qui se passe avec les Rohingyas. Mais allez voir au Sahel. Elle est là, la vraie misère. Mais vous n'aurez pas une larme de crocodile de ma part pour ces singes. Hein. Moi, je vous le dis, choisissez votre camp. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être ferme et le dire et dénoncer les singes. Et dans le même temps, vous voyez, moi, c'est les deux. Et dans le même temps de dire, c'est inadmissible que ceux qui sont dans le quartier, qui n'ont pas choisi la voie des singes, qui ont fait des diplômes, qui ont travaillé dur, qui ne trouvent pas de l'emploi, battez-vous. Ça devient une obligation de leur trouver un boulot d'urgence à ces gens-là. Parce qu'ils ont fait le choix du travail. Ne perdez pas votre temps à trop parler avec ceux qui sont en marge. Eux, il faut leur donner des coups de bâton. La justice doit s'en occuper, mais mettre votre énergie, mettre le paquet pour tous celles et ceux qui ont fait le choix de travailler, de les aider à rejoindre le chemin du travail. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ces deux choses-là. Voilà. Moi, toi, tu te préoccupes de ceux qui partent en vrille. Moi, je me préoccupe pour ceux qui ont voulu travailler. Et c'est quand même hallucinant. On se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que tu peux faire? Et ceux qui ont fait le choix de travailler, ceux-là, personne ne s'intéresse. On en a strictement rien à foutre. Alors que c'est eux qu'il faut aider. C'est eux qu'il faut aider. Voilà.
Qu'est-ce qu'il dit, la mairie de Vaux-en-Velin? Voilà, les gens en Velin, là. Il y a Gasmi, Nordine Gasmi. Ceux qui sont en Vaux-en-Velin, soutenez-le. Ceux qui ont des voisins, des cousines, tout ça, etc. Je crois qu'il va avoir un deuxième tour, je sais pas, l'année prochaine ou un autre moment. Soutenez-le, parce que lui, c'est un prof de maths. C'est quelqu'un qui suit en plus de sa ville et qui est contre ce discours de misérabiliste. Voilà. La preuve, lui-même, avec rien, ils ont réussi à trouver des masques pour donner aux gens, quand la mairie n'en branle pas une. En effet, exactement. Donc ceux qui ont quelqu'un, c'est les voix. Parce que ça aussi, on en parlera plus tard, c'est encore un autre sujet. Il est important que chaque fois, dans des secteurs où il y a du choix, et du bon choix, des fois je vous dirais, il ne faut pas voter, mais certains endroits, il faut aller voter et soutenir ceux qui ont fait ce choix-là. Et qui ne viennent pas de cette caste politique. Les gremlins sous les rats, ouais, bon, singe. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, j'ai une série ottomane là que j'ai trouvée sur, comment il s'appelle la chaîne, le truc là, Netflix. Parce que j'ai les pieds TV, j'ai vu sur Netflix, là, j'ai commencé hier, elle est terrible. Elle fait 7 séries. C'est un peu de cinéma et en même temps des gens qui expliquent et tout. Très intéressante. Je vous invite à aller la voir. Vive les Ottomans d'ailleurs. Voilà. Osmanlı, on dit en turc. Salam alaikum les amis. À la prochaine. Bonne soirée.